Ok, en 1970, Bobby Moore, le capitaine de l'Angleterre, le même qui avait soulevé la Coupe du Monde 4 ans plus tôt, en essuyant ses mains boueuses sur son short avant de serrer la main de la reine, a failli manquer le mondial au Mexique, non pas à cause d'une blessure, non pas à cause d'une suspension, mais parce qu'il a été arrêté dans le hall d'un hôtel à Bogota pour le vol d'un bracelet, en émeraude, d'une valeur de 500 livres. Et la meilleure partie dans tout ça, c'est que lorsqu'ils ont demandé à la vendeuse de refaire la scène pour les enquêteurs, elle a déclaré avoir vu Moore glisser le bracelet dans la poche de son survêtement, avant qu'il ne leur montre, calmement, que son survêtement n'avait pas de poche. L'équipe a dû partir au Mexique sans lui. Ramsey a annoncé la nouvelle aux joueurs dans l'avion, une fois décollé, et certains journalistes ont supplié le pilote de faire demi-tour. Moore, lui, a passé ses journées sous résidence surveillée chez le directeur de la fédération colombienne, a comparu devant un juge le 28 mai, a été libéré faute de preuves et a rejoint l'équipe au Mexique avant d'aller sortir probablement son meilleur match en carrière contre le Brésil de Pelé quelques jours plus tard. Sa femme Tina l'a retrouvé là-bas avec un cadeau, un bracelet. C'est une histoire que l'Angleterre aime bien raconter, parce que les Anglais savent raconter leurs déboires mieux que n'importe qui. Le problème, c'est que ça fait maintenant 60 ans qu'ils s'y exercent, et que les occasions ne manquent pas. Réfléchissez-y, c'est le pays qui a inventé le football. Pas métaphoriquement, littéralement. Les règles du jeu ont été codifiées à Londres en 1863 et exportées dans le monde entier comme une marchandise britannique. Et pourtant, depuis juillet 1966, depuis ce but de Geoff Hurst à la 120e minute contre l'Allemagne de l'Ouest, depuis ce fameux « They think it's all over, it is now » du commentateur Kenneth Wolstenholme, la Coupe du Monde n'est plus jamais revenue à la maison. Malgré tout, malgré les générations de talents, malgré la première ligue la plus regardée au monde, malgré des joueurs qui valent collectivement des milliards d'euros, le trophée, lui, il ne rentre pas. Alors forcément, on se pose la question, comment un pays comme ça peut-il oublier comment gagner le truc qu'il a lui-même inventé? En fait, la réponse la plus honnête, c'est que l'Angleterre n'a pas vraiment oublié. L'Angleterre, elle sait très bien comment échouer. Elle a même développé des méthodes que personne d'autre ne maîtrise aussi bien. La plus connue, celle qui a hanté des générations entières, celle que des millions d'Anglais voient encore en rêve la nuit, c'est le penalty. Commençons par le commencement. En 1990, en Italie, l'Angleterre atteint les demi-finales. La première fois depuis 1966. Stuart Pearce et Chris Waddle ratent leur tentative face à l'Allemagne de l'Ouest. Et la nation entière pleure devant la télé. Gazza pleure lui aussi, mais lui c'est sur le terrain, avec un carton jaune qui signifiait qu'il aurait manqué la finale s'ils avaient gagné. Sauf qu'ils n'ont pas gagné. 6 ans plus tard, à l'Euro 96, même scénario, même adversaire, et cette fois c'est Gareth Southgate qui rate. Ce même Southgate qui deviendra sélectionneur 20 ans plus tard, comme si la boucle devait absolument se refermer sur elle-même. En 1998, c'est l'Argentine, et Beckham qui prend un carton rouge pour avoir répondu à une provocation de Simeone, laissant ses 10 coéquipiers se battre seuls avant de perdre au tir au but. En 2006, Portugal encore, Portugal toujours, et cette fois c'est Rooney qui perd la tête. Littéralement, il écrase le pied de Ricardo Carvalho, l'arbitre le renvoie au vestiaire, et Lampard, Gerrard et Carragher ratent tous les trois. Carragher, qui est entré au jeu à la 120e minute précisément pour tirer un penalty, et qui l'a quand même raté. Pire encore, Glenn Hoddle avait avoué des années plus tard qu'en 1998, son équipe s'entraînait sur des pénaltys tirés depuis une distance supérieure à 12 yards, juste pour que ce soit plus dur à l'entraînement. Le résultat, on le connaît. Bon, quoi qu'il en soit, revenons à la génération dont tout le monde avait annoncé qu'elle allait enfin briser cette malédiction. Lampard, Gerrard, Beckham, Terry, Ferdinand, Scholes, Rooney. Certains commentateurs les appelaient la Golden Generation, la génération dorée. L'expression avait été inventée par le directeur général de la FA en 2001, après que l'Angleterre avait écrasé l'Allemagne 5-1 à Munich, un résultat tellement improbable qu'Emile Heskey, qui avait marqué le 5e but, dit qu'encore aujourd'hui des gens l'arrêtent dans la rue pour lui en parler. Franz Beckenbauer lui-même avait déclaré qu'il n'avait jamais vu une équipe d'Angleterre aussi forte. Et lui, il en avait vu jouer une qui avait gagné la Coupe du Monde. Entre 1999 et 2012, les clubs anglais ont remporté la Ligue des Champions 4 fois. Les joueurs de cette sélection avaient entre eux 44 médailles de champion de Première Ligue. Michael Owen avait remporté le Ballon d'Or en 2001. Et pourtant, à l'Euro 2004, Rooney déchire le Portugal en quart de finale, l'équipe est en totale maîtrise, et puis il sort blessé à la 27e minute. La dynamique change du tout au tout, et l'Angleterre perd au pénalty 6-5. En 2006, rebelote en quart de finale, Portugal encore, Rooney se fait expulser en deuxième mi-temps,
Et cette fois, les pénaltys ont un goût encore plus amer parce que le gardien Ricardo en arrête 3, dont ceux de Lampard et Gérrard en même temps. Deux des meilleurs milieux de leur génération, incapables de jouer ensemble depuis des années parce qu'ils se marchaient dessus, qui finissent par rater des pénaltys dans le même match. Sven-Göran Eriksson avait dû faire jouer Paul Scholes, le meilleur joueur de tout le groupe selon Henry Winter du Times, en ailier gauche, un poste qui n'était pas le sien, juste pour faire rentrer Lampard et Gérrard dans le même 11. Scholes a pris sa retraite internationale dans l'avion du retour, à 29 ans. Comme l'a dit Winter, si tu as un talent comme Scholes, tu dois soulever des trophées. Le fait qu'il ait quitté l'équipe à 29 ans, ça en dit tout sur l'échec de cette génération. En fait, pour l'Euro 2008, ils n'arrivent même pas à se qualifier. Ils perdent à Wembley contre la Croatie, sous la pluie, avec Steve McLaren qui se cache sous un parapluie et qui est surnommé « Wally with a Brolly » par toute la presse britannique dès le lendemain. Et en 2010, pour couronner le tout, ils se font pulvériser 4-1 par une jeune Allemagne qui n'a même pas encore 25 ans de moyenne d'âge, avec un Özil et un Müller qui leur font un cours magistral de football moderne au premier tour des huitièmes. La génération dorée a fini en ruine. Mais bon, le football aime les résurrections. Et en 2018, quelque chose d'étrange s'est produit. Sous la direction de Gareth Southgate, oui, le même Southgate du raté de 1996, une équipe d'Angleterre rajeunie, sans stars surdimensionnée, sans ego écrasant, arrive en demi-finale de la Coupe du Monde en Russie. Ils éliminent la Colombie au pénalty pour la toute première fois de leur histoire en Coupe du Monde. Ils battent la Suède. Et puis la Croatie les remet à leur place en prolongation. 2-1. Kieran Trippier avait ouvert le score sur coup franc dès la 7e minute, l'ambiance était au délire, et puis Ivan Perisic et Mario Mandzukic ont renversé la situation. Malgré tout, la nation avait chanté « Football's coming home » plus fort que jamais depuis des décennies, et Southgate avait été ovationné comme un héros en rentrant. Donc il repart pour l'Euro 2020. L'Angleterre joue à Wembley presque tout le tournoi. Elle atteint sa première finale européenne de l'histoire des hommes. Elle mène 1-0 contre l'Italie jusqu'à la 67e minute. Et puis elle perd au pénalty encore une fois, cette fois avec Rashford qui frappe le poteau, Sancho et Saka qui voient leur tentative repoussée. La nuit même, des supporters racistes envahissent les réseaux sociaux pour s'en prendre aux 3 tireurs noirs. Southgate écrit une lettre ouverte de soutien. Il sera fait chevalier de l'Empire britannique. L'Angleterre, elle, retournera dormir avec ses regrets. Et en 2022, au Qatar. Kane, ce moment-là. Tout s'est résumé à un pénalty en 83e minute contre la France, avec le score à 1-1 et une place en demi-finale au bout. Kane avait déjà marqué le premier pénalty, celui qui égalisait et lui permettait d'égaler le record de Wayne Rooney avec 53 buts pour l'Angleterre. Maintenant, il en avait un deuxième, face à son coéquipier de club Hugo Lloris, qui le connaissait parfaitement. Et Kane, l'un des meilleurs tireurs de pénalty du monde, celui qui en avait converti 17 sur 21 avec l'Angleterre, a choisi la puissance plutôt que le placement. Il a expédié le ballon à plusieurs mètres au-dessus de la barre. Lloris ne s'est même pas déplacé. Kane s'est agenouillé sur la pelouse, la tête entre les mains, et le stade Al Bayt est devenu bleu de France. Comme l'a dit Jamie Carragher dans le Télégraphe, « Si on avait battu la France, j'aurais sincèrement cru qu'on allait gagner la Coupe du Monde. » Au lieu de ça, l'Angleterre rentrait à la maison. Puis arrive l'Euro 2024 en Allemagne. Et là, quelque chose de complètement différent se passe. Quelque chose de peut-être encore plus douloureux que de perdre une finale sur un pénalty raté. L'Angleterre atteint la finale, contre l'Espagne, à Berlin, et elle perd 2-1. Mais la façon dont elle perd est presque pire que le résultat lui-même. Parce que pendant tout le tournoi, l'Angleterre joue un football tellement poussif, tellement laborieux, qu'une grande partie de la nation ne se réjouit même pas des victoires. Ils battent la Slovaquie en quart de finale sur un retourné acrobatique de Bellingham à la dernière minute. Premier tir cadré du match, et les commentateurs trouvent quand même le moyen de ne pas être impressionnés. En fait, selon plusieurs sources proches du vestiaire, Jude Bellingham lui-même est allé voir Southgate sur le bord du terrain pendant la finale, visiblement à bout de nerfs, pour lui dire de faire quelque chose, de changer quelque chose, pendant que Kane continuait à donner tout ce qu'il avait, malgré une performance collective affligeante. Bellingham a admis lui-même après le tournoi, à l'Euro, je pense qu'on a mal géré certaines choses en dehors du terrain. Le groupe n'a pas été aussi soudé qu'il aurait pu l'être, pour plusieurs raisons. Même quand on gagnait, on n'était pas aussi heureux qu'on aurait dû l'être. Southgate a démissionné. Après 8 ans, 2 finales, dont une en Coupe du Monde et une à l'Euro, et 0 trophée. Et voilà où on en est aujourd'hui, parce que c'est maintenant que les choses deviennent vraiment intéressantes. Thomas Tuchel arrive en janvier 2025, allemand, champion d'Europe avec Chelsea en 2021, l'homme que la FA choisit pour mettre fin à 60 ans de disette. Première décision marquante. Il rappelle Marcus Rashford,
Écarté depuis l'Euro 2024 et en renaissance à Barcelone, où il contribue à 15 buts en championnat. Tuchel construit une équipe qui perfore en qualification. 8 victoires en 8 matchs, 22 buts marqués, 0 concédé. Parfait. Et puis arrive l'annonce du groupe pour la Coupe du Monde 2026, et là, la nation entière s'arrête de respirer. Parce que Phil Foden et Cole Palmer ne sont pas dans la liste. Foden, le champion d'Angleterre avec Manchester City, qui avait été l'un des hommes du match de la finale de l'Euro 2024. Palmer, celui qui avait marqué en finale de l'Euro pour égaliser à 1-1 avant que l'Espagne ne reprenne l'avantage. Les deux plus grands créatifs du football anglais depuis des années, laissés à la maison. Sky Sports a qualifié cette annonce de probablement la plus choquante depuis 1998. Nico O'Reilly, 21 ans, leur ancien coéquipier de Manchester City, a dit simplement « J'ai parlé à Phil, il est dévasté ». Pire encore, Trent Alexander-Arnold, le latéral droit du Real Madrid, considéré comme l'un des meilleurs relanceurs du monde depuis sa position, absent lui aussi, blessé, et pour couronner le tout, Ivan Toney, l'attaquant d'Al Ahly en Arabie Saoudite, qui n'a joué que 7 minutes sous Tuchel depuis sa convocation en juin 2025, se retrouve dans la liste. À la place de Palmer, ce même Toney qui avait besoin de rater plusieurs pénaltys en compétition avec Brentford et en sélection pour forger sa réputation de joueur à éviter dans les moments décisifs. En fait, tout ça n'est rien comparé à l'affaire Bellingham. Parce que Jude Bellingham, c'est censé être le joueur qui change tout ça. Le garçon de Birmingham, qui à 22 ans a déjà été élu 3e au Ballon d'Or, qui a contribué directement à la remontée de l'Angleterre à l'Euro 2024 avec des performances de classe mondiale, qui a gagné la Ligue des Champions avec le Real Madrid. Mais depuis que Tuchel a pris les rênes, la relation entre les deux hommes ressemble à une série télévisée dont personne ne comprend vraiment le scénario. Tout commence quand Tuchel décrit le comportement de Bellingham pendant une défaite contre le Sénégal en été 2024 comme « répugnant » avant de s'excuser. Puis en octobre 2025, Bellingham est écarté de 2 rassemblements consécutifs, officiellement pour des raisons de forme et de conditions physiques. Il sort de son opération à l'épaule, il n'est pas au mieux. Mais Tuchel dit aussi quelque chose qui fait parler tout le monde. Il est l'un des titulaires, mais nous avons 14 ou 15 joueurs capables de démarrer. En novembre, Bellingham entre en jeu contre l'Albanie, se retrouve remplacé avant l'heure de jeu, et sa réaction sur le banc est tellement visible que Tuchel annonce en conférence de presse qu'il va revoir le comportement du joueur. Les deux hommes ne se sont pas parlé en face à face depuis juin 2025. Et puis, le 1er février 2026, lors d'un match de Liga contre Rayo Vallecano, Bellingham sprint pour intercepter un long ballon, et tout s'arrête. Il attrape l'arrière de sa cuisse gauche, il boite, il tombe. Les larmes aux yeux. Il sort après 10 minutes. Tuchel déclare quelques jours plus tard qu'il est sincèrement optimiste, mais pas certain, qu'il sera disponible pour les matchs amicaux de mars, et que Bellingham est dans une course contre la montre. Son coéquipier au Real Madrid, Thibaut Courtois, dit qu'il ne peut pas imaginer une Angleterre sans Bellingham à la Coupe du Monde. Finalement, Bellingham est retenu dans le groupe des 26. Mais même là, il doit se battre avec Morgan Rogers pour la place de numéro 10 derrière Kane. Rogers, c'est justement l'une des grandes histoires de cette saison en Angleterre. Le joueur d'Aston Villa, 22 ans, polyvalent, intelligent, le préféré de Tuchel, à en croire plusieurs observateurs. Il décrit lui-même sa relation avec Bellingham comme une compétition permanente. Le manager a été très clair. On joue tous les deux pour le même poste. On se dispute souvent. Ces débats tournent vite en arguments. Mais on est comme des frères. On attend de voir lequel des deux démarrera le 17 juin à Dallas contre la Croatie. Et c'est ça, le paradoxe anglais en 2026. Une équipe qui a tout. Kane a 32 ans, toujours le meilleur buteur de l'histoire de la sélection, avec 79 buts en 114 sélections, auteur d'une saison à 60 buts en 53 matchs avec le Bayern Munich. Une saison qu'on voit peut-être une fois par décennie. Declan Rice, irremplaçable au milieu de terrain, double champion d'Angleterre avec Arsenal, qui a aussi atteint la finale de la Ligue des Champions cette saison. Bukayo Saka, numéro 7 dans le groupe, l'homme le plus fiable de l'attaque depuis 2 ans. Et Bellingham, quand il est en forme, l'un des 5 meilleurs joueurs du monde. Tuchel l'a confirmé. L'Angleterre arrive à cette Coupe du Monde classée 4e au ranking FIFA, avec une campagne de qualification parfaite. Et lui-même a dit aux joueurs « On a essayé de gagner ce tournoi. Je crois sincèrement que si l'énergie et l'engagement sont là, si c'est une vraie fraternité, on peut le faire. Mais voilà le problème. Parce qu'on a déjà entendu ça. L'Angleterre a toujours eu du talent. En 2006, ils avaient Beckham, Gerrard, Lampard, Rooney, Ferdinand, Terry et Ashley Cole dans le même 11 de départ. Et ils ont quand même perdu au pénalty contre le Portugal. En 2018,
Ils avaient une équipe beaucoup plus jeune et moins cotée. Et ils sont allés plus loin. 4e. En 2022, ils avaient une génération en plein essor, avec Bellingham, Saka, Foden et Kane. Et ils ont failli battre la France. En 2024, ils avaient encore plus de talent. Et ils ont joué le football le plus laborieux du tournoi avant de perdre la finale. Malgré tout, quelque chose semble différent cette fois. Tuchel n'est pas Eriksson. Il n'a pas peur de laisser des grands noms à la maison. Palmer, Foden, Alexander-Arnold, Maguire, qu'il avait qualifié de 5e choix en défense centrale quelques mois plus tôt. Il construit une équipe plutôt qu'un catalogue de stars. Et il a un argument de poids. Il a réussi à qualifier l'Angleterre sans perdre un seul match, avec 22 buts marqués et 0 encaissés en phase de qualification. Le groupe L n'est pas facile. Croatie, Ghana, Panama, mais il est gérable. Et si l'Angleterre passe ce premier tour, si Bellingham retrouve son meilleur niveau au bon moment, si Kane continue à jouer comme il joue depuis le début de saison avec le Bayern, si Rice domine le milieu de terrain comme il sait le faire, alors oui, le rêve est possible. Sauf que le rêve, l'Angleterre y croit depuis 60 ans. Depuis ce soir de juillet 1966, où Hurst a planté son 3e but dans le filet allemand, et où Wolstenholme a prononcé ces mots que tout le pays a mémorisés et répétés pendant 6 décennies. They think it's all over, it is now. La différence aujourd'hui, c'est peut-être celle-ci. Depuis ce soir-là, l'Angleterre a cherché comment reconstruire ce moment. Elle a recruté des entraîneurs étrangers pour la première fois de son histoire. Eriksson, Capello et maintenant Tuchel. Elle a accepté des changements culturels profonds sous Southgate. Et à force d'échouer, toujours à la même étape, toujours pour les mêmes raisons, le manque de cohérence collective, les égos mal gérés, la pression des pénaltys, elle a peut-être appris quelque chose. Peut-être. Comme l'a dit Gary Lineker, son seul ancien joueur à avoir remporté le soulier d'or en Coupe du Monde, lors d'une interview avant le départ pour l'Amérique du Nord, ce que je sais, c'est que cette équipe a le talent. La question, c'est toujours la même. Est-ce qu'ils auront les nerfs? Et alors, lors des derniers entraînements avant le départ, on rapporte que Bellingham a eu une longue conversation avec Tuchel, que les deux hommes ont mis de côté leur friction, que Bellingham est arrivé au camp de Palm Beach avec une forme physique impressionnante, déterminé à montrer que les 10 minutes contre Rayo Vallecano ne raconteront pas la fin de son histoire cette saison. Tuchel, lui, a dit en conférence « On peut voir maintenant qu'il est dans un sweet spot. Il revient, il est frais, il veut jouer et il est dans un état optimal. » Ce n'est peut-être que du discours de manager, mais c'est peut-être aussi la vérité. Il reste que, au fond, l'histoire de cette Coupe du Monde pour l'Angleterre ne se résumera pas au stade de Kane ni aux kilomètres parcourus par Rice. Elle se résumera à une question que 60 ans de football n'ont pas réussi à trancher définitivement. Est-ce qu'une équipe qui a tout ce qu'il faut pour gagner peut enfin apprendre à le faire, au bon moment, sur la plus grande scène qui soit, et ce même quand il faudra, immanquablement, tirer des pénaltys?